Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le Rookscast numéro 15. On est maintenant aujourd'hui sur la deuxième partie de notre podcast sur la micronutrition. Alors j'espère que vous avez bien digéré tous les concepts de la première partie et que vous n'avez pas fait d'overdose de vitamines entre-temps. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous conseille vraiment d'écouter la première partie avant, sinon vous allez être un petit peu perdu. Ok. Aujourd'hui, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Donc, comment mettre tout ça en pratique dans notre vie quotidienne? Comment proposer une assiette optimale? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre surtout des compléments alimentaires? Et on va aussi casser, comme toujours, quelques petits mythes qui ont la vie dure et adapter les conseils selon votre profil. Ok, asseyez-vous. Allez, c'est parti. Alors, avant de vous parler de l'assiette parfaite, laissez-moi vous dire un truc, l'assiette parfaite n'existe pas. Voilà, c'est dit, comme ça c'est réglé. Chacun a des besoins différents, des goûts différents, un budget différent, un contexte culturel différent, tout est toujours différent. Et la micronutrition, c'est pas du one size fits all, c'est adaptable à chacun. Cela dit, bon, comme toujours, il y a quand même des grands principes qui marchent pour à peu près tout le monde. Et le premier, c'est la variété. Je sais, on vous l'a déjà répété 1000 fois, mais c'est vraiment la clé. Visuellement, votre assiette, elle devrait ressembler à une palette de peintre. Sérieusement, chaque couleur correspond à différents phytonutriments avec des propriétés spécifiques. Le rouge, par exemple, pour les tomates, les poivrons rouges, les fraises, les framboises, la pastèque, tout ça, c'est riche en lycopène, qui est un super oxydant et c'est bon pour la prostate, messieurs, au passage. Il y a aussi des anthocyanes et de la vitamine C. Tout ce qui est orange, jaune, c'est les carottes, les patates douces, les courges, les poivrons jaunes, les mangues, les abricots, les agrumes. Et comme on l'a dit, tout ça c'est bourré de bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A. Et il y a aussi dans tout ça de la vitamine C et du potassium. Pour le vert, les épinards, les brocolis, l'avocat, les kiwis, le concombre, les courgettes, tout ça c'est de la source de chlorophylle, de magnésium, de fer, de la vitamine K, de la B9 et des fibres aussi. Tout ce qui est bleu et violet, bon, c'est un peu moins courant, on va pas se le cacher, mais tout ce qui est myrtille, mûre, raisin noir, chaux rouge, betterave, aubergine, tout ça c'est riche en anthocyanes qui est un super antioxydant et en resveratrol. Ok. Tout ce qui est blanc, beige, donc ail, oignon, chou-fleur, champignons, banane, tout ça contient de l'allicine qui est un antibactérien. Il y a aussi du sélénium et du potassium. Donc l'idée c'est pas forcément de tout mettre dans la même assiette. On est d'accord, bonjour l'indigestion et bonjour la quantité et le goût il doit pas être terrible. Mais c'est juste de varier au fil de la semaine. Essayez d'avoir au moins trois quatre couleurs différentes par jour. Prenons un repas type par exemple. Imaginez une assiette divisée en plusieurs sections. La moitié de votre assiette, ça va être des légumes. Oui, la moitié, vous entendez déjà, mais c'est énorme. Et pourtant, c'est ce qui va vous apporter la majorité de vos micronutriments. Variez les couleurs, les textures, les modes de cuisson, cuit, cru, vapeur, rôti, en soupe, en salade, tout ce que vous voulez. Il y a plein de manières de faire des légumes. Et des manières beaucoup plus simples que ce qu'on pense. Et un conseil de pro, c'est commencer votre repas par les légumes, parce que ça va aider à la satiété, ça régule mieux la glycémie et surtout ça garantit que vous les mangerez vraiment au lieu de les laisser sur le bord de l'assiette parce que vous êtes déjà plein après avoir fini votre repas de pâtes. Ok. Un quart de l'assiette, ça va être des protéines et des protéines de qualité. De la viande, du poisson, des œufs, des légumineuses, du tofu, on s'en fiche. Les protéines apportent non seulement les acides aminés essentiels, comme on l'a vu, mais aussi du fer, surtout pour la viande rouge, du zinc, des vitamines B, du sélénium pour le poisson, des oméga 3 pour les poissons gras, les sardines, les maquereaux, les petits poissons. Variez les sources, pas de viande rouge tous les jours. Pensez aux poissons gras deux, trois fois par semaine et intégrez des protéines végétales régulièrement, même si vous n'êtes pas végétarien, ça change rien. Les lentilles, les pois chiches, les haricots, ce sont des bombes nutritionnelles, encore une fois. Et le dernier quart, forcément, ça va être des glucides complexes. Donc des céréales complètes ou semi-complètes de préférence, du riz brun, du quinoa, du pain complet, des pâtes complètes. On a aussi les pommes de terre, les patates douces et les légumineuses, oui, parce qu'elles font double emploi protéines et glucides. Mais ne me faites pas la moitié de l'assiette avec des légumineuses, on est bien d'accord. Pourquoi on cherche des aliments complets? Parce que le raffinage va enlève justement la partie la plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Le riz blanc, c'est essentiellement de l'amidon. Le riz complet, c'est de l'amidon plus des fibres, plus du magnésium, plus des vitamines B, plus du phosphore. Bref, vous avez compris, préférez les aliments complets. Et on n'oublie pas les bonnes graisses. Un filet d'huile d'olive sur vos légumes, des graines comme du tournesol, de la courge, du lin, peu importe dans la salade, quelques petites noix en collation, un avocat. Mais ces graisses, elles sont essentielles pour absorber les vitamines liposolubles. Et elles apportent également des nutriments, de la vitamine E et des oméga 3. Vous ne perdez rien en ajoutant ça. Les pièges à éviter, ça va être les calories vides dont on a parlé, tout ce qui est soda, bonbons, viennoiserie industrielle, snacks ultra transformés. Tout ça, ça va juste remplir votre estomac, votre compteur de cales sans apporter à rien d'autre au final. C'est le fast-food micronutritionnel, ça calme et ça nourrit pas, juste pas du tout en fait. Le piège du sang aussi, c'est les produits sans gluten, sans lactose, sans ceci, sans cela. Si vous avez une vraie intolérance ou une allergie, c'est une chose. Mais beaucoup de produits sans industriels sont en réalité bourrés d'additifs, de sucre ajouté et pauvres nutritionnellement. Un gâteau sans gluten, ça reste un gâteau, hein. C'est la même chose.
Pour le piège du light aussi, souvent quand on enlève les graisses, on ajoute du sucre pour compenser le goût et inversement. Résultat, c'est pas forcément plus sain et ça peut même être moins rassasiant et juste moins qualitatif nutritionnellement. Et encore une fois, le monorégime, manger toujours la même chose par facilité ou par habitude, c'est le meilleur moyen de développer derrière des déséquilibres parce que notre corps, comme on l'a dit, il a besoin de diversité. Et comme on l'a dit avant, les modes de cuisson et la préparation peuvent changer. C'est un aspect qui est souvent négligé, mais la façon dont vous préparez et donc vous cuisinez vos aliments va influencer énormément leur teneur en micronutriments. Surtout les vitamines hydrosolubles comme la C et la B. Plus vous cuisez longtemps et à haute température, plus vous en perdez. Et elles peuvent ainsi se dissoudre dans l'eau de cuisson par exemple. Du coup, voilà, pour quelques astuces, il va falloir manger certains légumes crus comme les poivrons, les tomates, les concombres, les carottes râpées. Et privilégier les cuissons douces, à la vapeur, étouffées ou à basse température. Si vous faites bouillir, utilisez peu d'eau et récupérez-la pour faire une soupe ou un bouillon parce que les vitamines sont dedans. Et ajoutez aussi du jus de citron pour la vitamine C après la cuisson, pas avant. On est bien d'accord. Sinon, encore une fois, ça va dénaturer la chose. Mais attention, c'est pas tout noir ou tout blanc, hein. Certains nutriments deviennent plus biodisponibles après la cuisson. Et oui, vous allez vous dire, mais c'est un sacré casse-tête tout ça. Par exemple, le lycopène de la tomate est mieux absorbé quand la tomate est cuite, et les caroténoïdes des carottes aussi. Et par exemple, pour les épinards, les cuire, ça permet de réduire leur teneur en acide oxalique qui va gêner l'absorption du calcium et du fer. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi la solution? Encore une fois, ça va être de varier, de manger certains légumes crus, d'autres cuits, parce que le cru n'est pas systématiquement supérieur au cuit. C'est encore une fois la variation qui est intéressante. Et il y a certains aliments qui peuvent s'entraider, certains nutriments plutôt. Le fer végétal plus la vitamine C, donc le taboulé de lentilles avec du citron, c'est parfait. La vitamine D et le calcium, donc un yaourt en hiver avec sa petite dose de vitamine D, c'est nickel. Du curcuma plus du poivre noir, la pipérine du poivre, elle va augmenter de 2000% l'absorption de la curcumine. Voilà, au passage. Oui, oui, 2000%. Je me suis pas planté. Les vitamines liposolubles plus les graisses, comme on l'a dit, les carottes avec un filet d'huile d'olive, ça va être beaucoup plus facile à absorber. Par contre, il y a aussi derrière des associations à éviter. Le calcium et le fer en grande quantité en même temps, ils vont se concurrencer pour l'absorption. C'est pour ça qu'on évite de prendre son complément de fer avec un grand verre de lait, par exemple. Le café, le thé et le fer, les tanins gênent l'absorption du fer, donc attendez au moins 1 heure après le repas. Pour l'alcool et la vitamine B, l'alcool épuise les réserves de vitamine B et de magnésium, par exemple. Ok. Et là, vous allez me dire, oui, mais alors je peux prendre des compléments alimentaires parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Voilà, et ça, c'est la question qui fâche. Est-ce qu'il faut se complémenter ou pas? La réponse est courte, encore une fois. Elle est un peu normande, ça va être ça dépend. Je sais, c'est frustrant comme réponse, mais c'est juste la vérité. Voilà. Dans un monde idéal, on obtiendrait tous nos nutriments via une alimentation variée, bio, de saison, locale, préparée amoureusement. Mais on va être réaliste, on ne vit pas dans un monde idéal. On n'est pas dans un monde de bisounours. Entre le boulot, les enfants, le budget, le manque de temps, les aliments appauvris, la pollution et tutti quanti, il y a beaucoup de personnes qui ont effectivement besoin d'un petit coup de pouce. Et certains compléments sont recommandés pour une large part de la population. Comme on l'a dit, la vitamine D, ça vaut le coup de le répéter encore une fois, mais dans nos latitudes, entre octobre et mars, une supplémentation est pertinente pour la plupart des gens. Et même en été, si vous travaillez en intérieur et que vous ne vous exposez pas régulièrement au soleil, vous êtes probablement déficitaire en vitamine D. Le dosage typique, c'est 1000 à 2000 UI par jour, voire plus si la carence est avérée, à prendre avec un repas contenant des graisses pour une meilleure absorption. Pour la B12, on l'a dit, c'est plutôt pour les végétariens, les végétaliens. C'est non négociable, vraiment. C'est pas une question de choix, c'est juste une question de santé. Encore une fois. Après, c'est que des conseils, vous en faites ce que vous voulez. Une carence en B12, ça peut causer des dommages neurologiques irréversibles. Voilà, on pose ça là. Ça fait peur, mais parfois c'est pas mal. Les oméga 3, si vous ne mangez pas de poisson gras régulièrement, un complément d'EPA et de DHA, ça peut être judicieux, surtout si vous êtes enceinte ou allaitante, si vous avez des problèmes inflammatoires ou si vous avez des troubles de l'humeur. Pour le magnésium, beaucoup de personnes en manquent, surtout en période de stress, et un complément, ça peut vraiment faire la différence sur l'énergie, le sommeil et apparemment certaines crampes. Mais bon, ça c'est pas forcément avéré. Et attention au type de magnésium, il y a le citrate et le bisglycinate qui sont bien absorbés et qui ne donnent généralement pas de troubles digestifs. Le magnésium marin est moins bien assimilé et peut donner une petite diarrhée. Voilà. Donc selon votre situation, il y a d'autres compléments par contre qui peuvent être pertinents. Si vous êtes sportif, du zinc pour la récupération et l'immunité. La vitamine C est antioxydant, on l'a dit, et éventuellement du fer si vous pratiquez un sport d'endurance intensif. Si vous êtes enceinte ou allaitante, de l'acide folique avant et pendant le début de la grossesse pour prévenir les malformations du tube neural. Et du fer également parce que les besoins augmentent énormément. On peut aussi ajouter de l'iode, du calcium et du DHA encore une fois. Si vous êtes âgé, de la vitamine D, du calcium, de la B12 parce que l'absorption diminue avec l'âge et des oméga 3.
Si vous prenez la pilule contraceptive par exemple, vous pouvez avoir une supplémentation en B6, B9, B12, magnésium et zinc. Et si vous avez des troubles digestifs, des probiotiques spécifiques, de la L-glutamine, du zinc, etc. Voilà, ça c'est assez vague à voir avec un professionnel de santé comme un nutritionniste, un diététicien, etc., etc. Les pièges, après, de la complémentation sont aussi présents. Le piège numéro 1, c'est plus c'est dosé, mieux c'est. C'est faux. Certaines vitamines et minéraux peuvent juste être toxiques à haute dose. Oui, toxiques. La vitamine A à très haute dose peut poser des problèmes hépatiques. Le fer en excès s'accumule et il peut être dangereux. Le sélénium au-delà d'un certain seuil devient aussi toxique. Les mégadoses ne sont pas forcément mieux absorbées et sont souvent juste éliminées au mieux. Et sinon, elles peuvent causer des déséquilibres. Donc respecter les doses recommandées, c'est important. Le piège numéro 2, c'est que les vitamines en mode cocktail, tout en un, etc., les complexes multivitamines, ça semble super pratique. Ok, vous prenez juste un cacheton et puis paf, c'est réglé, j'ai mon dosage, ça a été sans doute pensé, mais il y a plusieurs problèmes. Bah, justement, c'est que les dosages sont souvent inadaptés. Il y a trop de l'un, trop de l'autre, pas assez. Ensuite, il y a certains nutriments qui se gênent mutuellement pour l'absorption quand ils sont pris ensemble. On l'a vu précédemment. Et enfin, vous payez pour plein de trucs dont vous avez sans doute même pas besoin. Voilà. Donc mieux vaut cibler un sniper en fonction de vos besoins que de mettre un gros bazooka où vous allez juste virer la moitié en pissant. Et le piège numéro 3, c'est que la qualité, elle est souvent négligée et tous les compléments ne se valent pas. Les formes de nutriments comptent. Le magnésium bisglycinate vs l'oxyde, c'est encore une fois différent. La vitamine B9 méthylée vs l'acide folique synthétique, c'est différent. La vitamine E naturelle vs la synthétique, c'est différent. Les additifs aussi, certains compléments contiennent plus d'additifs que de principes actifs eux-mêmes. Et c'est là où vous dites, mais il y a peut-être un problème finalement. Donc privilégiez les marques sérieuses, regardez la liste des ingrédients et méfiez-vous des prix trop bas. Parce que la qualité, encore une fois, ça a un coût. Et le piège numéro 4, ça va être de se complémenter à l'aveugle. Ça rejoint un petit peu le cocktail multivitaminé. Le mieux, c'est de faire un bilan sanguin pour savoir ce dont vous avez réellement besoin. En fer, en vitamine D, en B12, en magnésium, etc. Ça coûte un petit peu, mais au moins vous savez juste où vous en êtes et vous n'allez pas gaspiller votre argent et votre foi et votre santé avec des trucs inutiles par la suite. Ok ? Donc retenez que les besoins en nutriments sont spécifiques. Et justement, c'est parce qu'on a tous des besoins différents qu'on va aborder la suite. Si vous êtes sportif, si vous êtes très actif physiquement, vos besoins vont augmenter, notamment en magnésium, pour l'énergie, la contraction musculaire, pour le fer, en endurance, pour les sports d'endurance, pardon. Le zinc pour la récupération et l'immunité, ça on l'a dit, et les vitamines B pour le métabolisme énergétique. À ça, on rajoute la C et la E qui sont antioxydants pour gérer le stress oxydatif post-effort, et les oméga 3 pour l'anti-inflammatoire et la récupération. L'hydratation aussi, évidemment, avec des électrolytes, donc du sodium, du potassium, du magnésium. Et attention aussi, les barres énergétiques et les boissons sportives sont souvent très riches en sucre et pauvres nutritionnellement. Misez plutôt sur de vrais aliments après l'effort, comme une banane, des fruits secs, des oléagineux, un yaourt, etc. C'est encore une fois des aliments bruts qui seront mieux assimilés aussi. Pour les femmes enceintes et allaitantes, on en a juste parlé un petit peu précédemment, mais vous le savez, vos besoins vont exploser parce que vous construisez au passage un petit être humain. Donc c'est normal que vous ayez besoin de plus de minéraux. Donc on l'a dit, l'acide folique, le B9, il est crucial dès le projet de grossesse et les premières semaines pour prévenir les malformations du tube neural. 400 microgrammes minimum et souvent 600 à 800 sont recommandés. Le fer, les besoins vont doubler pratiquement, donc surveillez la ferritine. Pour le calcium, le bébé il va en pomper un petit peu aussi. L'iode pour le développement cérébral du fœtus. La vitamine D est plus que jamais importante. Les oméga 3 avec la DHA sont essentiels pour le développement du cerveau et des yeux du bébé. Et la B12, surtout, encore une fois, si vous êtes végétarienne. Par contre, attention à la vitamine A, évitez les foies et les compléments très dosés en vitamine A, donc en rétinol au début de grossesse, parce qu'ils peuvent être tératogènes. Pour les végétariens et les végétaliens, votre alimentation peut être parfaitement saine et complète, mais elle demande plus d'attention sur certains points, encore une fois. Donc les incontournables, on va le répéter, la B12, la supplémentation est obligatoire pour les végétaliens et elle est fortement recommandée pour les végétariens. Pour le faire, surveillez vos apports et les combiner avec de la vitamine C. Le zinc, les sources végétales sont bien moins absorbées, encore une fois, que les sources animales. Et les oméga 3 sont difficiles à obtenir sans poisson. Il existe des compléments à base d'algues, etc. L'iode, si vous ne consommez pas de poisson ni de produits laitiers et n'utilisez pas de sel iodé, ça va être un petit peu compliqué. Et pour le calcium, si vous consommez des laitages, ça va être plus compliqué pour les végétaliens. Donc pensez aussi aux protéines complètes associées céréales et légumineuses pour avoir tous les acides aminés essentiels. Pour les personnes âgées, on avait fait un podcast précédemment,
Mais il y a plusieurs changements qui vont rendre la micronutrition encore plus importante avec l'âge. Et c'est-à-dire que l'absorption intestinale, elle va diminuer, notamment la B12. Alors, cette fameuse B12, on la retrouve vraiment partout. L'appétit, il est souvent réduit, donc les apports alimentaires sont moindres. Et derrière, par contre, il y a une nécessité qui est plus importante. Il y a aussi moins de sorties, donc moins de vitamine D, parce que les gens restent à l'intérieur. Et en plus, on va avoir aussi une fonte musculaire, donc des besoins protéiques qui vont être accrus. En plus de ça, souvent à partir d'un certain âge, la médication, elle est assez importante, pardon, donc il y a des interactions qui sont possibles. Parlez-en avec votre médecin au passage. Donc, quelques points de vigilance pour les personnes âgées, c'est que l'apport en protéines doit être plus important. On va partir sur 1,5 g par kilo de poids corporel, voire plus. Ça dépend des auteurs, il y en a qui parleront d'1 gramme, mais comptez un petit peu plus, étant donné que souvent les personnes ne bougent plus du tout. Donc, il faut maintenir une masse musculaire, auquel cas les personnes vont juste décrépir petit à petit, il faut le dire. La vitamine D, elle est pratiquement systématiquement déficitaire. Ça, c'est aussi un point d'attention. La B12, parce que la production d'acide gastrique diminue avec l'âge, réduisant l'absorption. Le calcium pour les os fragilisés, donc en prévention de tout ce qui est ostéoporose, fracture du col de fémur en cas de chute, etc. Et les oméga 3 pour le cerveau et l'inflammation. Les fibres et les probiotiques, pardon, pour le transit qui a tendance à ralentir. Ok, les personnes sous traitement, mais certains médicaments, encore une fois, vont influencer fortement le statut micronutritionnel. Donc les antiacides, les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, vont réduire l'absorption de B12, de magnésium, de calcium, de fer. La metformine pour le diabète va diminuer la B12 et les statines pour le cholestérol peuvent nécessiter de la coenzyme Q10. Les pilules contraceptives vont affecter la vitamine B6, B9, B12, le magnésium et le zinc comme on l'a dit juste au-dessus. Et les antibiotiques vont détruire le microbiote au passage. Donc pensez aux probiotiques après. Pour les diurétiques, ça va amener une perte de potassium, de magnésium. Donc si vous prenez des médicaments au long cours, parlez-en à votre médecin ou à un professionnel de santé spécialisé en micronutrition. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu de balayage, il est temps maintenant de faire encore plus de ménage dans les idées reçues qui circulent comme on en a parlé. Le mythe numéro 1, les jus de détox nettoient le foie. Alors désolé de casser l'ambiance, mais votre foie se détoxifie très bien tout seul, hein. Merci pour lui. C'est littéralement son job au passage. Vous n'avez pas besoin de jus hors de prix à base de céleri, d'herbe de blé ou d'autres conneries. Ce qui aide vraiment votre foie, ça va être de limiter l'alcool, les aliments ultra transformés, les excès de sucre et de graisse saturée. Voilà, ça c'est important. Parce que ça sert à rien de bouffer un gâteau ou un paquet de Kellogg's pour ensuite boire un jus d'herbe ou de céleri. Voilà. Donc lui apporter des nutriments dont il a besoin pour faire son boulot. De la vitamine B, du magnésium, du zinc, des acides aminés soufrés, donc dans l'ail, dans l'oignon, dans les œufs. Les jus de légumes peuvent être sympas comme apport en micronutriments, mais de là à leur prêter des vertus magiques détoxifiantes, bah non, tout simplement. Et attention, les jus de fruits, même bio, pressés à froid, restent riches en sucre sans les fibres du fruit entier. Mythe numéro 2, les aliments bio sont beaucoup plus riches en nutriments. C'est plus nuancé que ça. Oui, certaines études montrent des teneurs légèrement supérieures à certains nutriments dans le bio, notamment les antioxydants. Mais la différence, elle n'est pas spectaculaire. L'intérêt, par contre, principal du bio, c'est surtout l'absence de pesticides de synthèse et le respect de l'environnement. Voilà. D'un point de vue purement micronutritionnel, un légume bio mangé 3 jours après sa cueillette sera moins riche qu'un légume conventionnel cueilli à maturité et mangé immédiatement. Ce qui compte le plus, ça va être la fraîcheur, la variété et la façon dont vous le cuisinez, encore une fois. Le mythe numéro 3, c'est qu'il faut prendre de la vitamine C quand on est enrhumé. Alors ça guérira pas votre rhume plus vite, hein. Par contre, avoir un bon statut en vitamine C toute l'année, ça va juste aider votre système immunitaire à mieux fonctionner. Et ça pourrait peut-être réduire légèrement la durée et la sévérité des symptômes si vous tombez malade. Mais prendre des mégadoses de vitamine C le jour où vous commencez à renifler, bah, c'est juste de l'effet placebo. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois d'être constant dans ses apports, dans sa micronute. Le mythe numéro 4, c'est que les épinards sont la meilleure source de fer. Et voilà, merci Popeye encore une fois. C'est une confusion qui dure depuis des décennies. Les épinards contiennent effectivement du fer, mais du fer non héménique, qui est mal absorbé. Et en plus, ils contiennent de l'acide oxalique, qui réduit encore plus cette absorption. Donc les vraies championnes du fer, ça va être les viandes rouges, le bousin noir, les abats. Et pour le côté végétal, les lentilles, les pois chiches, les graines de courge, tout ça associé à de la vitamine C. Et ensuite, les œufs sont mauvais pour le cholestérol. Ah, celui-ci, il est bon. Ça, c'est un bon vieux mythe qui a la vie dure. Et en réalité, pour la grande majorité des gens, manger des œufs, même tous les jours, n'augmente pas le cholestérol sanguin. Le cholestérol alimentaire influence très peu le cholestérol sanguin, qui est surtout régulé par votre foie. Parce que, effectivement, le cholestérol qui va poser problème, c'est du cholestérol qui est endogène, qui est synthétisé par le corps et qui ne provient pas de l'alimentation. Et les œufs sont juste une mine d'or nutritionnelle avec des protéines complètes, de la vitamine A, D, E, B12, B2, choline, sélénium, fer, zinc, etc. Donc juste ne vous en privez pas et vous pouvez en manger tous les jours sans aucun problème. Voilà, mythe numéro 6.
C'est que les compléments naturels sont toujours mieux que les synthétiques. Alors, pas forcément. Certaines formes synthétiques sont parfaitement efficaces, voire mieux absorbées que leurs équivalents naturels. Par exemple, l'acide folique synthétique est mieux absorbé que les folates naturels. Mais attention, pour les personnes avec une mutation MTHFR, donc le méthylfolate est préférable. A l'inverse, la vitamine E naturelle, donc le D-alpha-tocophérol, est plus efficace que la synthétique. Voilà, bon, retenez juste que il y a des différences. Bref, c'est du cas par cas, comme on l'a dit, mais naturel, c'est pas forcément un gage automatique de supériorité. Et petit dernier, c'est qu'on ne peut pas faire d'overdose de vitamines. Encore une fois, on l'a dit, c'est faux et ça peut être dangereux. Les vitamines liposolubles A, D, E, K s'accumulent dans le corps et peuvent devenir toxiques à haute dose. Même certaines vitamines hydrosolubles peuvent poser problème en cas d'excès. La B6 à très haute dose peut causer des neuropathies. Bon, encore une fois, ça dépend de la dose et il faut y aller. Donc c'est pas parce que c'est une vitamine que c'est sans risque, ok? Et on va finir ce petit podcast en beauté en parlant un peu des nouvelles tendances et de ce vers quoi on se dirige. La nutri-génomique, donc l'alimentation personnalisée, c'est la science qui étudie comment vos gènes influencent votre réponse aux nutriments et inversement. Comment les nutriments influencent l'expression de vos gènes. Par exemple, certaines personnes portent des variations génétiques qui vont réduire leur capacité à métaboliser la caféine, qui vont augmenter leurs besoins en vitamine D ou qui vont rendre moins efficace la conversion de bêta-carotène en vitamine A. D'autres vont nécessiter plus de folate sous forme activée, etc., etc. À terme, on pourrait juste imaginer des recommandations nutritionnelles ultra personnalisées qui vont être basées sur votre profil génétique. On n'en est pas encore là de manière généralisée, mais la recherche avance. Autre chose, c'est que la recherche sur le microbiote va exploser et a explosé finalement. On découvre chaque jour de nouvelles connexions entre nos bactéries intestinales et notre santé de manière globale, que ce soit le poids, l'immunité, l'humeur, les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives, etc. L'avenir, ça pourrait être peut-être des probiotiques ultra ciblés, encore une fois, une alimentation qui sera adaptée à votre microbiote spécifique. Peut-être même des transplantations de microbiote pour certaines pathologies. Et autre petit élément, c'est qu'on ne parle pas encore de vitamine P pour les polyphénols, mais que ça pourrait venir. Ce sont des composés végétaux aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui font l'objet d'énormément de recherches les derniers temps. La curcumine, le resveratrol, la quercétine, le GCG du thé vert par exemple, les sulforaphanes des brocolis, mais ces molécules elles ont des effets prometteurs sur le vieillissement, sur l'inflammation, le cancer, etc. Le problème c'est qu'elles sont souvent mal absorbées, d'où le développement de formes liposomales. Bref, passons, mais retenez que peut-être dans quelques années, on parlera de polyphénol comme la nouvelle bombe dans le domaine de la micronutrition. Ok. Et avec les technologies qui évoluent, on voit fleurir des applications qui analysent vos apports nutritionnels à partir de photos de vos repas, des montres connectées qui mesurent divers biomarqueurs, des capteurs de glycémie en continu qui ne sont plus réservés qu'aux diabétiques. Et bien demain, peut-être que des capteurs mesureront en temps réel vos niveaux de certains nutriments et vous avertiront du manque de magnésium, donc vous allez pouvoir manger vos petites poignées d'amandes tranquilles. Bon voilà, après toute cette petite théorie, ces petites apartés, vous allez vous demander sûrement, ok, mais moi concrètement, qu'est-ce que je fais lundi matin? Ok. Alors semaine 1, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Pendant une semaine, vous allez noter tout ce que vous mangez. Sans vous juger, juste pour observer, vous serez probablement surpris, parce qu'on a besoin de savoir et on a souvent une perception biaisée de notre alimentation. Vous allez analyser, est-ce que vous mangez varié? Est-ce qu'il y a des légumes à chaque repas, des fruits, des protéines diversifiées, des bonnes graisses? Ou est-ce que vous tournez en boucle sur les mêmes 10 plats à chaque fois? La deuxième semaine, la troisième semaine, vous n'allez pas tout changer d'un coup. Vous ne tiendrez pas. Vous allez juste ajouter progressivement un fruit au petit-déj, des graines sur vos salades, sur vos yaourts, ou alors une poignée de noix en collation, un légume de plus au déjeuner, au dîner, et remplacer une huile par de l'huile d'olive ou du colza. Et tester un nouveau légume par semaine. Voilà, vous passez dans le rayon, vous dites tiens, celui-ci, j'y ai jamais touché. Allez hop, je le prends, je le cuisine et on regarde ce que ça donne. Pour le deuxième mois, on va voir les substitutions. Maintenant, on remplace. Le pain blanc, paf, on va passer sur du pain complet. Le riz blanc, allez, on peut changer, on peut prendre du riz complet. Les pâtes blanches, encore une fois, des pâtes complètes. Et les stacks industriels, on les change, on les vire et on passe aux fruits secs, aux oléagineux, aux fruits frais, aux choses qui sont bonnes. Et les sodas, bon ça peut être dès le départ, ça dégage. De l'eau, du thé, des infusions, c'est bien meilleur. Et au niveau du mois numéro 3, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous êtes rodé. Maintenant, il va falloir affiner. On va ajouter des poissons gras 2 à 3 fois par semaine minimum. On va intégrer les légumineuses 3 à 4 fois par semaine. Expérimenter des épices, le curcuma, le gingembre, la cannelle, qui sont des bombes antioxydantes. Tester un petit peu au hasard. Tester des aliments fermentés aussi, tout ce qui est choucroute, kéfir, miso. Pour votre microbiote, c'est très intéressant. Et varier encore les couleurs dans votre assiette.
Les petits trucs qui changent tout, ça va être de préparer vos snacks à l'avance le dimanche. Préparer des petits sachets avec un mélange de graines, de noix, de fruits secs. Comme ça, quand la fringale de 16 heures arrive, ben, vous avez déjà votre option sous la main. Et il n'y a pas besoin de se dire, ah mince, faut que je peux me lever et chercher mon paquet de gâteaux. Non. Le batch cooking version micronut, pardon, bah, vous allez préparer plusieurs types de légumes rôtis au four, des carottes, des brocolis, des choux-fleurs, des poivrons, des légumineuses cuites, et vous allez ensuite les assembler différemment chaque jour. Vous allez avoir un gain de temps et surtout un gain de micronutriments, ce qui nous intéresse. On a aussi le pot de graines sur la table. Ayez toujours un pot avec un mélange de graines, donc de lin, de chia, de courge, de tournesol, et vous saupoudrez ça surtout sur les salades, les soupes, les yaourts, les tartines, un petit peu quand vous voulez, pardon. C'est simple et ça booste considérablement vos apports en magnésium, en zinc, en oméga 3, etc. Encore une fois. La règle du plus jamais seul. Un glucide tout seul, que ce soit du pain, des pâtes ou du riz, provoque un pic de glycémie. Associez-le toujours à des protéines, des fibres et des bonnes graisses. Votre glycémie sera juste plus stable et vous aurez moins faim après et vous absorberez encore une fois mieux les nutriments. Et on revient sur notre assiette arc-en-ciel également. Chaque semaine, essayez de manger au moins un aliment de chaque couleur. Faites-en un jeu, ça vous force à sortir de votre zone de confort. Voilà. On arrive à la fin de ce petit voyage dans l'univers de la micronutrition. J'espère que vous êtes encore avec moi et que votre cerveau n'a pas surchauffé, que je ne vous ai pas donné trop faim. Si je devais retenir une seule chose de tout ça, c'est que la micronutrition, c'est pas une question de perfection, c'est juste une question de progression, de tentative, d'essai et de variation. Vous n'allez pas devenir un super-héros de la micronutrition du jour au lendemain et c'est ok, c'est pas le but. Rome, c'est pas fait en un jour. L'important, c'est de comprendre que chaque petit choix va compter, que chaque légume de plus, chaque nouvelle couleur dans votre assiette, chaque manière de cuisiner, ça va apporter un petit cadeau à vos cellules. Ok? Et ces petits cadeaux, répétés jour après jour, ben, ça va finir par faire une énorme différence. Pas forcément spectaculaire et immédiate. Désolé, c'est pas de la magie, mais ça va juste être profond et durable. Vous aurez peut-être plus d'énergie, un meilleur sommeil, une humeur plus stable et plein de petites choses qui vont vous faire dire que, ah ouais, finalement, c'est pas mal. Et aussi la satisfaction de savoir que vous prenez soin de vous de l'intérieur. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Vous avez craqué sur un burger frites soda, bah, c'est pas grave. C'est un repas sur des centaines, ça va pas ruiner tous vos efforts. L'équilibre se joue sur la durée, pas sur un repas. Écoutez aussi votre corps, encore une fois, les recommandations générales, c'est bien, mais vous êtes unique. Certains se sentent fantastiques en mangeant beaucoup de cru, d'autres ont besoin de plus de cuit. Ben, certaines personnes ont besoin de 3 repas, d'autres préfèrent 5 petits repas. Trouvez ce qui vous convient, restez curieux, parce que la science de la nutrition évolue constamment. Et ce qu'on pensait vrai il y a 10 ans, ben, c'est parfois juste remis en question aujourd'hui, et peut-être que dans 10 ans, ce podcast sera à moitié faux, ou du moins qu'on aura revu certains principes. Ok? Faites-vous encourager, accompagner selon vos besoins. Si vous avez des problèmes de santé spécifiques, des objectifs particuliers ou si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un nutritionniste, un diététicien spécialisé en micronutrition. Un bon accompagnement peut vraiment faire la différence. La micronutrition doit vous aider à vous sentir mieux et pas vous rendre obsessionnel ou anxieux. Il y a une différence entre être conscient de ce qu'on mange et développer une orthorexie, qui est l'obsession de manger sainement. Ok. Votre corps, c'est une machine extraordinaire qui vous accompagne 24-24, 7-7 depuis votre naissance jusqu'à la fin, désolé. Et il encaisse les nuits blanches, le stress, tout, et il continue généralement à faire son job avec un stoïcisme admirable. Donc prendre soin de sa micronutrition, c'est une façon de dire merci à ce petit corps qui vous emmène chaque jour là où vous voulez le balader. Alors oui, peut-être que demain, vous ne verrez pas la différence si vous prenez un petit déj équilibré plutôt que vos petits biscuits habituels, votre tartine de Nutella ou de confiture, je ne sais quoi. Mais dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, croyez-moi, votre corps, il se souviendra de tous les petits choix bienveillants que vous faites aujourd'hui. Ok? Alors voilà, prenez soin de vous, mangez coloré, varié, avec plaisir, avec conscience, bougez, dormez, gérez vos stress, mais surtout, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce complémentaire, faites-le intelligemment. Ok, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Passez un bon week-end, une bonne semaine et à bientôt.